Cultiver la terre en s'inspirant des anciens, c'est le but du livre Le potager de père en fils. Pierre Nesman, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Moi, je suis jardinier depuis tout petit, puisque j'ai fait mes études, des études horticoles. Et la culture maraîchère est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et lorsqu'il y a quelques années, j'ai consulté les archives familiales qu'avait rassemblées mon père, eh bien, je me suis rendu compte que mes ancêtres, qui sont maraîchers à Strasbourg depuis pratiquement 5 siècles, avaient dressé une liste de documents, de petites anecdotes, de conseils que je trouvais intéressant de pouvoir porter à la connaissance du public. Donc j'ai rédigé cet ouvrage pour cela. Alors, ce n'est pas un roman familial, mais en même temps, c'est quand même l'histoire d'une famille. Ouais. C'est un livre avec des fiches pratiques, mais pas uniquement ça. Vous l'avez construit d'une façon très originale, je dirais. Alors, en fait, l'idée, c'était de rester effectivement un guide pratique, donc de pouvoir permettre au lecteur d'apprendre comment cultiver, semer, récolter les légumes. Mais effectivement, ce que je trouvais intéressant, c'était de pouvoir apporter cette contribution familiale, justement liée à Strasbourg et à la ville de Strasbourg, et puis d'émailler l'ensemble de ces fiches techniques, de ces fiches de culture de légumes, de petites anecdotes et de petits conseils que je suis allé rechercher dans nos archives. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que faisaient nos anciens, c'est assez proche de ce que nous revendiquons aujourd'hui, notamment l'agroécologie, la permaculture. Et donc, je trouvais intéressant de pouvoir faire ces petits clins d'œil, ce parallèle entre ce que nous faisons aujourd'hui et puis ce que faisaient nos ancêtres à l'époque. Alors, vous représentez la 17e génération en fait de maraîchers, de jardiniers, d'horticulteurs. Je sais pas, puisque je sais pas si vous aviez les mêmes spécificités selon les générations. Comment ça fait que votre famille ait pris soin justement de collecter toutes ces infos? Alors C'est rare. c'est rare, alors c'est un peu particulier. Il faut savoir que tout ce qui était carnet de culture, les carnets de notes, évidemment avec l'histoire un peu mouvementée de l'Alsace et de Strasbourg en particulier, c'est difficile. Ce sont des documents manuscrits qui sont assez peu restés. En revanche, ce qu'avaient fait mes ancêtres, c'est qu'ils faisaient partie d'une association, d'une société d'horticulture de la Basse-Alsace, et que lorsqu'ils se rencontraient pour échanger des techniques de culture, des observations, eh bien tous ces éléments étaient rédigés dans des documents écrits, dans des livres. Et au moment justement des guerres, 1870 et puis les guerres suivantes, on prenait plus soin des livres reliés que des documents manuscrits. Et du coup, j'ai retrouvé un ensemble d'une vingtaine de volumes de ces livres qui relatent justement toute cette tradition maraîchère strasbourgeoise qui a été préservée malgré justement les différents sinistres. Alors, c'est une famille alsacienne. Il y a, on va dire, quelques ruptures historiques. C'est écrit dans quelle langue? Alors effectivement, c'est intéressant, c'est écrit en français jusqu'en 1870, et à partir de 1870, on a certaines parties de ces ouvrages qui sont écrits en allemand. Alors là, j'ai eu beaucoup de difficultés, ne parlant pas l'allemand ni l'alsacien, eh ben, je suis allé beaucoup plus loin, effectivement, j'ai sauté ces années, mais effectivement, on a toute une partie qui est écrite en allemand. J'aimerais savoir, ce qu'on lit dans le livre et ce qu'ont noté en fait vos aïeux, c'est du bon sens. C'est pas Absolument. de la science, Non, c'est non. du bon sens, tout simplement. C'est effectivement le bon sens. C'est le bon sens que l'on acquiert au fil des décennies, au fil des siècles, et le bon sens qu'aujourd'hui on essaye de retrouver effectivement, et qu'on qualifie de, comme je le disais tout à l'heure, de permaculture, d'agroécologie. Finalement, on se rend compte que c'est tout simplement du bon sens, et c'est le bon sens de nos ancêtres. On n'a rien inventé. Vous qui avez fait de longues études, on va dire, dans l'horticulture, le jardinier ou la culture, est-ce que la science n'a pas pris le pas sur l'observation, tout simplement, le respect de la nature? Oui, effectivement, la science a tendance à prendre le pas. Alors on en a besoin, effectivement, de la science pour faire des progrès, pour évoluer, que ce soit dans la production de graines, notamment aujourd'hui, on va produire des végétaux, des légumes notamment, qui sont résistants aux maladies. Donc on a besoin de cette science, mais en contrepartie, on a aussi besoin de ce bon sens, de se raccrocher à notre terre, à notre terroir, pour cultiver avec bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des légumes que l'on sème, que l'on récolte à certaines saisons, on ne va pas les semer ou les récolter à d'autres saisons. Donc il y a le bon sens aussi maraîcher qui intervient à ce niveau-là. Mais quand on voit les reportages à la télévision sur l'agriculture intensive, sur des légumes qu'on veut faire pousser en hiver et qu'on se retrouve dans des serres blanches où on voit ni le ciel, ni la terre, ni l'eau, enfin ni rien, euh, comment ces jeunes qui apprennent leur métier peuvent-ils être en phase avec la nature? Bah, c'est très difficile et très souvent, ces jeunes qui font des études horticoles ou de maraîchère avec des principes un peu novateurs, au bout d'un moment se rendent compte que finalement, ce que faisaient nos anciens était assez malin, astucieux, et donc ils reviennent à cette culture plus traditionnelle. Mais c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on a besoin quand même malgré tout d'acquérir un certain savoir, un savoir-faire, de ne pas occulter les progrès technologiques, hein, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, sur la production
production de variétés résistantes, mais aussi des techniques de culture. Il ne faut pas les occulter, mais on peut les mettre au service justement d'une agriculture, d'un maraîchage plus empreint de bon sens. Question de Oui, c'est Jean-Philippe. surtout l'industrie qui s'en est servie de la science. Oui. Hein, mais surtout que maintenant, les organisations internationales disent qu'avec une agriculture normale et raisonnée, en fait, on peut nourrir le monde Absolument. entier, contrairement à ce que fait croire l'industrie. Ouais, tout à fait. Mais à l'école, on a quand même appris les cultures triennales, les jachères, la luzerne pour réoxygéner les sols. C'était des choses qu'on apprenait. Je ne sais pas si les enfants l'apprennent encore maintenant. Et on parlait justement que ça avait sauvé la France de certaines famines. Est-ce que dans les écoles, on repart sur des bases, on dirait, plus naturelles et moins scientifiques? Alors, est-ce qu'ils ont ces bases-là? Ils ont beaucoup moins de bases. Effectivement, on a supprimé énormément de thématiques liées à la terre, mais ça revient. Et ça revient notamment, il y a la semaine du jardinage dans les écoles, dans le courant du mois de juin, qui justement permet aux enfants qui n'ont pas forcément des cours et un enseignement lié à l'horticulture ou à la nature, de pouvoir progressivement être sensibilisés à la production légumière. Oui. Est-ce que les multinationales, d'une certaine façon, n'ont pas essayé de licencier, de déposer des choses qui sont tout à fait naturelles pour empêcher les gens de travailler? Il y a déjà les graines, le gros problème des graines, c'est-à-dire que les graines que l'on échangeait autrefois entre maraîchers, entre jardiniers, entre voisins, eh bien ces graines aujourd'hui, il y a le catalogue des graines qui est effectivement défini, qui définit un certain nombre de graines que l'on a le droit de commercialiser, de reproduire, de commercialiser. Et c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce que faisaient nos anciens, qui échangeaient finalement des graines de variétés locales. Et donc effectivement, il faut essayer de revenir à ces choses-là et peut-être de s'éloigner de ces grands protocoles qui voudraient nous inscrire dans un cadre bien défini. Dans votre livre, il y a beaucoup de fiches pratiques, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a par exemple quelque chose sur l'arrosage qui m'a intéressé, le fait qu'on n'arrose pas avec de l'eau fraîche. Ouais. Que ça justement, ça endort la plante, enfin, ça l'empêche crée un choc thermique, en fait, le fait d'arroser avec de l'eau du robinet, puisque l'eau du robinet vient du sous-sol, du sol, et du coup, elle est plutôt fraîche. Et c'est pour ça que dans tous les jardins, il y a toujours un bac. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les potagers de nos grands-parents, il y avait un bac avec de l'eau. Alors, on se demandait toujours pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que cette eau était tempérée, elle était à température ambiante. Et c'est avec cette eau qu'on arrosait les jeunes semis, les jeunes plantes, pour éviter justement un choc thermique, parce que l'eau qui était là, dans ce bac, était à la même température que l'air ambiant, et du coup la plante le supporte beaucoup mieux. Alors bac qui risque d'être interdit à cause du moustique tigre, puisque maintenant on nous interdit d'avoir de l'eau stagnante. C'est vrai que c'est compliqué. Il y a aussi la sciure de bois tout simplement à mettre dans les allées qui empêche les mauvaises herbes de pousser, qui attire les taupes aussi, puisqu'il y a des vers en dessous. Ça, c'est un peu l'inconvénient, mais effectivement les copeaux de bois, la sciure de bois, elle a pour principe, c'est le paillage du sol, d'empêcher les mauvaises herbes de pousser, de maintenir l'humidité, et puis surtout elle va éloigner les escargots et les limaces, parce que les escargots et les limaces redoutent ces substances un peu rugueuses, un peu rêches et absorbantes. Du coup, on va lutter naturellement contre ces parasites. Mais effectivement, comme vous le dites, les taupes aiment bien ces endroits un peu frais, les mulots aussi. Donc souvent, en même temps, on préfère qu'elles soient là plutôt que dans le jardin, là où il y a les choses à manger. On sait où les trouver, on sait où elles logent. Ceci étant, elles auront beaucoup plus à déguster au potager qu'au jardin. Voilà. En tous les cas, on vous invite à lire ce livre, Le potager de père en fils. Très, très intéressant. C'est aussi l'histoire d'une famille, mais énormément de conseils pratiques et de fiches pratiques. Merci beaucoup, Pierre Nesman.